Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de comment réussir son rendez-vous de vente. Ce rendez-vous qui nous fait un peu trembler les guibolles. Avec moi pour nous livrer ses meilleurs secrets et toute son expérience, Vanessa Amsili qui est formatrice et coach de vente. Vanessa, bienvenue dans ton premier Marketing Square. Bonjour Caroline et merci beaucoup de m'inviter pour ce premier Marketing Square et justement on va voir comment avoir les guibolles bien fermes. Si vous êtes comme moi et que vous cherchez toujours à aller plus loin, alors vous allez adorer. Avec HubSpot, dites adieu aux opportunités manquées. Leur plateforme client unifiée et alimentée par l'IA intègre des logiciels d'engagement client et un CRM vraiment intelligent. Ne me croyez pas sur parole. Découvrez par vous-même comment HubSpot peut accélérer votre croissance en alignant vente, marketing et service client. Rejoignez la révolution HubSpot et rendez-vous sur notre page hubspot.fr/marketingsquare pour découvrir ce qu'on vous a concocté. Pour ceux qui n'ont pas déjà rencontré Vanessa, c'est le petit rayon de soleil de LinkedIn. Elle va vous réconcilier avec la vente. Vanessa, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer c'est quoi un rendez-vous de vente? Comment bien cadrer les choses? Combien de fois on a vu le prospect? Comment est-ce que tu définis notre périmètre? Le rendez-vous de vente, il intervient juste après cette étape de prospection. Donc, on a pris un premier contact avec le prospect, on a pris un rendez-vous. Il sait évidemment pourquoi on se voit puisqu'on a qualifié le rendez-vous et on a préparé notre rendez-vous. Et j'insiste quand même un petit peu sur cette étape juste avant le rendez-vous. On sait exactement qui on va voir, on s'est renseigné sur le prospect et sur l'entreprise. Et on va donc à ce rendez-vous pour présenter la solution. Et du coup, quand tu dis temps de préparation de façon très prosaïque, comme si tu parlais à ta meilleure amie, c'est quoi, du coup, la posologie? Combien de temps il faut se préparer? Où est-ce qu'il faut aller? Qu'est-ce qui est de la perte de temps et du détail? Et qu'est-ce qui est vraiment important? Une bonne préparation, c'est 45 minutes à 1 heure. Ça dépend évidemment de la typologie du compte que tu vas rencontrer. Si c'est du grand compte, ça va peut-être être un petit peu plus important, un peu plus long. L'intérêt, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'ils font? Donc, on va aller scruter le site Internet. On va essayer de s'imprégner un petit peu des produits ou des services qu'ils vendent. On va aller sur la page LinkedIn du prospect pour comprendre un petit peu ce qu'il poste, ce qu'il aime, ce qu'il regarde éventuellement, ses commentaires, ce qu'il like. On va essayer vraiment d'avoir un niveau de détail avant de pouvoir démarrer cet entretien de vente, ce qui va finalement nous mettre très à l'aise. Tu vas le stalker, en gros. Ouais. J'osais pas dire le mot, mais en vrai, si tu peux essayer de faire une espèce de veille pour voir un peu tous les réseaux où il est, s'intéresser aussi à l'actualité de l'entreprise, ça c'est hyper important. Est-ce qu'il y a eu une levée de fonds? Est-ce qu'il y a eu une grosse mobilité interne? Est-ce qu'ils ont fait énormément de recrutement? Est-ce qu'il y a eu un plan social? Tu arrives avec plein de billes qui vont te servir pour la suite de l'aventure. Et pour tous les stalkers ici qui se disent « Mais comment faire cette veille prescrite par Vanessa, sachant que moi, j'ai 10 rendez-vous par jour ?» Il y a un truc qui vous permet de faire de la veille naturellement, c'est d'activer la cloche sur les profils LinkedIn. L'idée, c'est plutôt de garder le contact, entretenir le lien, parce que c'est aussi un exercice de long terme, finalement, de closer. Vanessa, on n'est pas obligé de closer en une fois. Non, pas du tout. Bien sûr, encore une fois, ça va dépendre du service ou du produit que tu proposes. Tu peux très bien faire de la vente extrêmement rapide, de la vente flash, du one shot comme on appelle ça, mais tu peux aussi avoir des ventes avec un cycle moyen, parfois long, qui vont nécessiter un premier, voire un deuxième, voire parfois un troisième rendez-vous, surtout s'il y a des parties prenantes qui viennent se greffer au rendez-vous et que tu n'avais peut-être pas prévu au début. Ok, donc on se prépare en vérifiant les informations sur l'entreprise, les actualités qu'on va glaner un peu sur Internet. On essaie de voir pour faire de la veille un peu passive si on peut activer la cloche sur un profil ou alors regarder une fois par semaine sur un fichier Excel où on a les 10 URL de gros comptes qu'on a envie de signer sur ce trimestre. Et puis derrière, commence l'entretien. Vanessa, t'es arrivée avec un petit quart d'heure d'avance dans Marketing Square. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire du podcast. Chez nous, tout le monde est en retard. Et puis toi, du coup, tu m'as dit des formations professionnelles. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, est-ce qu'il faut arriver en avance? Si je dois parler de mon cas, c'est que j'arrive en avance à tous mes rendez-vous pour plein de raisons. Le fait d'arriver en avance, tu vas te familiariser aussi avec ce qu'il y a autour de toi. Ça va aussi peut-être temporiser un peu le stress que tu pourrais avoir sur un premier rendez-vous. Et donc là, je suis en train de dire à tout le monde, oui, j'étais un peu stressée à l'idée de venir faire ce podcast. Donc oui, bien sûr qu'arriver un petit peu en avance, ça vous permet aussi de repérer les lieux. Ça vous permet aussi de montrer un premier signe d'intérêt qui est très fort à votre interlocuteur qui se dit, il me prend évidemment au sérieux. Pour lui, ce rendez-vous, il est important. Donc, il met
toutes les chances de son côté. Donc oui, pour moi, c'est une bonne chose, je pense, d'arriver en avance. Pas avec 3/4 d'heure d'avance, évidemment, mais 5-10 minutes, c'est toujours mieux. Je suis d'accord avec toi, Vanessa, et j'en profite pour vous faire un petit flash report outre-Atlantique. Les commerciaux aux États-Unis, c'est toujours 1/4 d'heure d'avance. Aussi parce que justement, ils veulent voir toute l'équipe arriver. Vous savez, souvent dans la vente complexe, il y a 4-5 interlocuteurs. Ça leur permet d'avoir justement un lien individuel avec la première personne d'arrivée. Il est là aussi pour recevoir, par exemple, un collaborateur qui arrive en avance parce qu'il a moins de temps pour le meeting. Avoir ce quart d'heure d'avance, c'est très recommandé aux US. Donc, j'ai retrouvé ça chez toi, Vanessa, et c'était assez intéressant pour être notifié. Donc, on arrive un petit peu en avance, comme ça, on fait de l'échauffement social, comme disait Charlie Head dans notre épisode ensemble. Et puis après, est-ce qu'on a des notes? Pas de notes? Est-ce qu'on se met à 2, à 3? C'est quoi ta religion là-dessus? Je pense que t'as pas besoin d'être plusieurs sur un rendez-vous. Après, ça va dépendre évidemment de la situation, mais généralement, le rendez-vous, c'est toi face à ton prospect. Et puis, c'est surtout une structure qu'il va falloir que tu appliques de manière un peu religieuse pour arriver jusqu'à la fin de ce rendez-vous pour, in fine, signer ton contrat, que ce soit sur un premier ou un deuxième rendez-vous. C'est parti, elle nous a lancé l'intro, elle nous a mis en haleine. C'est parti pour la méthode SPIN que tu vas nous dérouler aujourd'hui, Vanessa, pour réussir son rendez-vous de vente. Alors déjà, il faut savoir que la méthode SPIN, c'est une vieille méthode. Elle date de 1988, donc tu vois, c'est vraiment pas tout neuf. En fait, c'est une série de questionnements. Moi, ce que j'aime dans cette méthode, c'est qu'elle va reposer, on va dire, sur 4 principes vraiment fondamentaux. Le premier, c'est que tu vas aller tisser un lien de confiance avec ton prospect, et ça, c'est extrêmement important. S'intéresser à lui, à son contexte, à sa situation, c'est quelque chose qui est primordial dans un entretien de vente. La deuxième chose, oubliez que vous êtes là pour vendre. Et ça, c'est pas simple à faire. C'est pas simple parce que souvent les commerciaux, et je les comprends, ils partent bille en tête en se disant j'ai ma solution, j'ai mon produit, je vais lui vendre. Et donc, ils arrivent et ils viennent dérouler toute une presse sans savoir si ça va matcher ou pas avec le prospect parce qu'ils ont zéro info. Il y a une chose aussi que j'aime bien et que je dis souvent, faire acheter plutôt que vendre. On n'aime pas se faire vendre quelque chose. Par contre, je peux te jurer un truc, Caroline, c'est qu'on adore tous acheter. Et ça, c'est évident. Sur cette méthode, il y a un principe, c'est de faire projeter son prospect avec sa solution. Et pour ça, on va avoir besoin de lui faire verbaliser son besoin. Donc, cette solution, comment est-ce qu'elle s'articule? La méthode SPIN, S-P-I-N, le S pour la situation, le P pour la problématique, le I pour l'implication et le N pour le need payoff, c'est-à-dire le besoin. On va venir s'appuyer sur des questions ouvertes. Alors, les questions fermées, c'est pas un gros mot, c'est pas grave. Tu peux nous expliquer, Vanessa, pour ceux qui sont pas familiers, c'est quoi une question ouverte, c'est quoi une question fermée? Une question ouverte, je vais vous donner un petit moyen mémotechnique que j'aime bien. Elle commence forcément par CQQ, c'est occupé. Combien, quand, quel, comment, qui, pourquoi, où. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler avec la concurrence? Comment est-ce que vous êtes organisé aujourd'hui dans votre entreprise? Ce sont vraiment des questions qui vont amener à l'échange et au dialogue. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est faire parler un maximum. Une question fermée, c'est une question qui va commencer par un verbe. Est-ce que ça va? Oui, non. Le prospect ne va pas développer derrière. Et c'est pas du tout ça qu'on cherche. La question fermée, moi je le dis tout le temps, c'est si tu as besoin de venir confirmer ou infirmer une information, tu peux poser ta question fermée. Donc, le SPIN, pour reprendre toutes les étapes, tu as le S de situation, c'est un peu une vue d'ensemble, un peu 360 degrés de la situation de ton prospect. Ça peut être la situation professionnelle, mais aussi personnelle, parce qu'on va se rendre compte que s'intéresser vraiment à la personne que tu as en face, c'est ce qui peut être un peu game changer dans un rendez-vous. Donc, cette situation, ça va être son équipe, la structure de l'entreprise, comment est-ce qu'ils sont organisés, ses routines, son quotidien, tout ce qui est vraiment rapport à son poste et à l'organisation qu'il y a autour de son poste, seul ou avec son équipe. Une fois que tu as un petit peu posé comme ça ta base, on a des bonnes fondations, derrière, tu vas aller creuser et là, on va vraiment s'attaquer à la problématique. Ça veut dire qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque chez ton prospect? Pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui avec ce qu'il a? Et quelles sont les conséquences de ces problèmes-là? Ça peut être un challenge qu'il n'a pas réussi à atteindre, des enjeux qui sont très importants, des objectifs, des conséquences de ces objectifs-là. Enfin, il faut aller vraiment essayer de comprendre sur quoi il bloque aujourd'hui. Et je voudrais quand même rappeler que jusqu'à présent,
je n'ai absolument pas parlé de mon produit ni de ma solution. Une fois que j'ai de quoi vraiment continuer pour l'amener tranquillement vers ma solution, je vais l'impliquer. C'est-à-dire que je vais lui faire réaliser et verbaliser les conséquences de toutes ces problématiques. C'est quoi la conséquence aujourd'hui dans ton équipe, ta structure, par rapport à tes enjeux, par rapport à tes défis, dans ton quotidien? C'est quoi la conséquence? Et une fois que j'ai tout ça, c'est très simple de l'amener vers le besoin. Très bien, si demain vous aviez une solution qui vous permettrait de venir combler tous ces problèmes-là ou répondre en tout cas à tous les problèmes que vous venez de me citer, qu'est-ce qui se passerait? Et en fait, le fait de le faire verbaliser, c'est un peu forcer le prospect à réfléchir par lui-même. Et ça, j'aime bien dans cette méthode-là. Tu vas mettre vraiment ton prospect dans un espèce d'entonnoir qui va l'amener au fur et à mesure à te dire que oui, il a besoin de toi. Et c'est pas du tout la même chose de dire à quelqu'un « tu as besoin de mon service » qu'une personne qui te dit « j'ai besoin de ton service ». La posture n'est pas du tout la même. Ce que j'aime dans le spin selling, c'est que tu vas arriver avec une posture d'expert, même voire de conseiller et non plus de vendeur. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut un peu se libérer là de cette mauvaise image des commerciaux. Aujourd'hui, tu vois, la vente consultative, c'est vrai que c'est la nouvelle tendance, qu'il y a eu tellement d'abus de prospection. C'est un peu comme la pub, en fait. Ils laissent plus rien passer. Du coup, maintenant, le client, il contourne, le prospect, il fuit les commerciaux. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, t'as raison, c'est ramener un peu d'intelligence relationnelle et surtout d'écoute active, mieux cibler. Ça veut pas seulement dire mieux configurer sa machine. C'est aussi, passer plus de temps à écouter, à reprendre les éléments avec le client. Ça me fait penser beaucoup, tu sais ce que tu dis, à la stratégie du yes man. Finalement, tu vas amener le client à te formuler des demandes auxquelles tu peux répondre. Est-ce que vous avez bien ce problème-là? Oui. Est-ce que vous avez aussi ce problème-là? Oui. Vous avez aussi ce problème-là. Et là, Vanessa, elle nous dit, après avoir posé la situation et la problématique, le I, c'est l'implication. Tout d'un coup, position d'expert, effet blouse blanche. Souvenez-vous toujours de cette anecdote que je vais vous raconter. Chez Nespresso, pour faire changer les machines à café, ils n'envoient pas des commerciaux. Ils envoient des techniciens. Parce que quand il y a un commercial qui arrive en entreprise pour dire faut changer la machine, tout le monde lui rit au nez. Les gens sont pas dupes. Par contre, quand c'est un expert, quand c'est un technicien, tout le monde signe. Ah bon, vous pensez? Ah bon, mais qu'est-ce qu'elle a ma machine? Eh ben, c'est exactement la même chose. On peut vous donner plein d'autres exemples comme ça. Dans la vente, c'est pareil. Il faut faire ce que Vanessa vous conseille, la position de l'expert et non le commercial forceur. Exactement. Oublions un peu cette image, cette étiquette du vendeur qui veut à tout prix qu'on lui achète son produit. Soyons plus à l'écoute, tissons un lien de confiance parce que c'est comme ça qu'on va avoir des relations qui vont être pérennes et c'est comme ça que derrière on va pouvoir garder un client, qu'on va pouvoir faire de la vente additionnelle. Il faut y penser aussi à ça. C'est pas juste je suis là, je vends et après il se passe plus rien. Non. Une fois que le client est dans l'entreprise, le but aussi, c'est de le garder. Donc, autant partir avec des fondations qui soient hyper solides. Et on a envie de dire, alors, les fondations solides, est-ce que ça va être dans le N, puisqu'on n'a pas encore la dernière partie de la speed méthode? Le N, c'est vraiment le besoin, c'est-à-dire faire prendre conscience à son prospect que si demain, il avait justement une solution qui pourrait répondre à toutes ces problématiques, eh bien, qu'est-ce que ça provoquerait finalement dans ce fameux quotidien pour ces équipes? Qu'est-ce que ça viendrait embellir? Et encore une fois, tout simplement, le fait de dire oui, j'ai besoin de cette solution pour venir résoudre le problème A, B et C que je viens de te dire juste avant, parce que c'est pas toi qui l'invente, hein, c'est lui qui te le dit. Toi, tu n'inventes rien, donc tu ne fais que reprendre ce qu'il vient de te donner comme matière. Et c'est pour ça aussi que la reformulation finale est extrêmement importante, puisqu'elle permet de venir clôturer cette méthode-là en disant, si je dois reformuler ce que vous êtes en train de me dire, j'ai bien compris que vous avez A, B et C comme problème, que les conséquences, c'est A, B et C, et que justement, si vous aviez une solution comme la mienne, ça vous permettrait de solutionner tout ça. Et donc, on met vraiment le prospect en mode réflexion et on n'est plus en train de vendre en argumentant, en se justifiant, mais juste parce qu'on s'est mis dans une posture d'écoute hyper active.
Pensez aussi au biais d'autorité. Le fait de vous positionner en tant qu'expert, ça vous place aussi non plus comme un prestataire. Donc au niveau du traitement de la relation avec le client, ça va être différent parce que vous allez être traité comme un père finalement. Vous allez devenir un peu le collègue, l'extension de l'équipe. Et à partir de ce moment-là, vous n'avez pas du tout la même relation que la relation un peu transactionnelle qui nous déplaît aussi quand on est prestataire. C'est-à-dire, il se prend pour qui? En fait, quand vous êtes dans une transaction de vente où en fait vous êtes là, ok, comment est-ce qu'on peut avancer ensemble pour solutionner le problème? J'ai très envie qu'on collabore, même dans vos termes, placer des ingrédients comme ça dans l'échange, ça peut conditionner une bien meilleure relation sur l'après. Qu'est-ce que t'en penses, Vanessa? Tu sais, je le dis souvent, on n'achète pas un produit ou un service, on achète un commercial. On achète une relation, on achète un échange. 80% des ventes se font pour qui tu es. Pas forcément pour ce que tu apportes, mais pour qui tu es. J'ai souvent fait la différence avec un concurrent qui pourtant vendait exactement la même chose, au même prix, tout pareil, mais ce qui faisait la différence, c'était moi, ma personnalité, mon empathie, ma sympathie, mon écoute, l'envie vraiment de venir sincèrement régler un problème, sincèrement, et pas juste t'es le client de plus, t'es le client numéro 127 de mon fichier Excel. Ça, c'est pas possible en fait. D'où l'intérêt des relations long terme, et c'est pour ça qu'en prélude, je voulais vraiment qu'on en parle de, effectivement, tu l'as dit, sortir de la posture de vente, sortir de la posture du one shot, de se mettre la pression en disant il faut absolument que je le signe. Aujourd'hui, la vente, c'est vraiment un exercice de long terme. Si vous voulez beaucoup plus conclure vos ventes, il y a quand même 2 hacks qu'on peut donner pour terminer l'épisode. Le premier, c'est évidemment de développer son personal branding, parce que les gens viennent du coup directement acheter la relation dont parle Vanessa, parce qu'en fait, ils ont lu vos posts, parce qu'ils adorent ce que vous faites. Autrement dit, vous êtes déjà acquis, un peu comme quand on postule à un job. Finalement, la marque personnelle, ça a déjà fait le taf du commercial pour vous. Donc finalement, on n'est pas en train de comparer 35 000 devis et on a beaucoup moins de mal à vous acheter. Et aussi, on discute beaucoup moins vos prix. Et le deuxième hack, évidemment, pour augmenter son taux de conversion, c'est les intros. Être introduit par quelqu'un vous amène un bonus de malade dans votre entretien de vente. Et même le petit icebreaker qui est sympa pour commencer l'entretien, on n'en a pas parlé, Vanessa, mais si on pouvait faire la méthode e-spin en commençant par une intro ou le icebreaker en mode c'était trop cool de te croiser avec Fabrice la dernière fois au salon All for Customers à Cannes. Ça, c'est quand même un gros hack pour accélérer ses conversions. Ah, mais ça, c'est évident. Et n'hésitez pas d'ailleurs à demander de vous recommander tout le temps à tous vos clients et même à vos prospects, parce que ce n'est pas parce que vous ne faites pas affaire avec un prospect qu'il ne peut pas vous recommander à un autre prospect. J'adore, effectivement, surtout quand vous faites de la vente complexe, vous avez passé du temps avec le client, il dit « Ah, j'aurais vraiment aimé avancer avec toi, mais voilà, pour cette année, on va pas avoir le budget. » Effectivement, finir en disant « Est-ce que tu connais des sociétés qui partageraient ton besoin ?» C'est moins intrusif que de demander une intro. Et puis derrière, si la personne a envie, elle vous fera la passe D. Et puis si elle a pas envie, elle le prendra jamais mal, parce que effectivement, ça montre à quel point vous êtes motivé. Et c'est les petits pas. C'est ce que tu disais, Vanessa, sur la relation. Toutes les petites choses que tu fais en plus. Moi, j'ai évidemment envie qu'avant de terminer l'épisode, on vous annonce qu'on vous a préparé. On va vous faire un autre épisode, parce que vous savez très bien que quand on mène des bons entretiens de vente, quand on est sympa, quand on est souriant, quand on est un bon commercial, on se fait aussi beaucoup avoir. Pourquoi? Parce que il y a plein de gens qui vont vous donner tout un tas de raisons de perdre votre temps. Donc, pour savoir comment traiter, lever et guérir les objections, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode avec Vanessa. Abonnez-vous à Marketing Square si c'est pas déjà fait pour le recevoir. Et Vanessa, dis-nous vite, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, donc Vanessa Amsili, et depuis peu de temps sur Instagram. Pareil, Vanessa Amsili. Donc, je suis sur ces 2 réseaux-là. Génial. Merci beaucoup, Vanessa. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode de Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.